Bienvenue tout le monde. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une discussion avec deux experts sur les traitements actuels en cancer du rein, sur les essais cliniques, sur les nouveaux traitements à venir et sur la norme des soins, ce qu'on appelle communément le standard of care. Je présente Dr Vincent Castonguay, qui est hémato-oncologue au CHU de Québec à Québec, et Dr Sébastien Hott, qui est professeur agrégé au département d'oncologie de l'Université McMaster. Il est oncologue au Centre de cancérologie de l'hôpital Juravinski à Hamilton. Donc, messieurs, les traitements en cancer du rein ont évolué rapidement au cours des dernières années. J'aimerais qu'on commence par parler de la norme de soins actuelle, du standard of care actuel pour les patients atteints de cancer de rein. OK. Vincent, tu veux-tu que je commence? Tu veux-tu commencer? Ouais, vas-y, puis je prendrai la prochaine question peut-être. OK. Premièrement, bonjour à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de faire partie de ce symposium-ci. Je vais m'excuser tout de suite maintenant, même si je suis francophone. La plupart de mes études ont été faites en anglais, en fait d'oncologie, en fait de médecine. Ça fait que si maintenant, des fois je peux pas trouver le bon mot, Vincent va m'aider ou Hélène va m'aider, mais c'est possible que le mot se dise en anglais au lieu d'en français. Mais puis deuxièmement, je m'excuse beaucoup pour la moustache. C'est le Movember qui se passe pour les cancers de prostate et de la testicule et puis pour la santé mentale chez les hommes aussi. Alors, c'est ça, étant donné que je suis impliqué là-dedans un peu, vous devriez souffrir pour une heure de regarder cette moustache-ci. En fait, du standard of care ou du traitement standard, c'est en fait, je pense que c'est important de diviser le cancer du rein en différentes parties. En fait, d'oncologues comme Vincent et moi, c'est vraiment les traitements systémiques, alors les traitements avec différents médicaments, avec différentes drogues qui est notre expertise et qui nous intéresse. Alors, les tumeurs qui sont plus simples, qui sont localisées au niveau du rein, en fait, le standard, c'est encore la chirurgie. Si la chirurgie n'est pas possible, alors il y a peut-être d'autres traitements locaux qui peuvent se faire. Mais quand la maladie s'est propagée, ou est-ce que dans d'autres organes, en autres mots, quand elle s'est métastasée, alors les traitements systémiques deviennent notre standard. Petit historique, ou même probablement certains de vous sont sur des médicaments par voie orale qui bloquent l'angiogénèse. L'angiogénèse, gros mot qui veut dire la formation de vaisseaux sanguins nouveaux. Et puis, le cancer du rein a beaucoup de dépendance à former des nouveaux vaisseaux sanguins pour se nourrir et aussi pour se propager à différentes autres organes. Et puis, les médicaments comme la sunitinib et la pazopanib ont été nos standards pour plusieurs années, la dernière décennie vraiment, en fait d'enrayer ou de diminuer le montant de cancer, de contrôler le cancer, et puis en autre façon, d'augmenter la durée de survie chez les patients qui ont une tumeur avancée. Dans les dernières années, on a eu aussi beaucoup plus de connaissances avec l'immunothérapie. Puis je pense que ça a été discuté encore plusieurs fois dans ce symposium-ci. Et puis Bertrand en a parlé un petit peu dernièrement. L'immunothérapie, c'est vraiment de se servir un peu mieux de notre propre système immunitaire qui souvent voudrait attaquer les cellules cancéreuses, mais les cellules cancéreuses ont développé une habilité de se protéger contre nos cellules immunitaires. Et puis, si on peut enrayer ce blocage-là, alors nos cellules immunitaires peuvent attaquer nos propres cellules cancéreuses de façon plus efficace. Et puis, de cette façon-là, le traitement qu'on a eu après les traitements anti-angiogénèse, pour commencer, comme le nivolumab a démontré que
les patients avaient une survie plus allongée s'ils avaient un médicament comme le nivolumab, qui est un des bloqueurs de ce frein qu'on a sur les cellules cancéreuses. Et puis, de plus dernièrement, mais je vais laisser Vincent en jaser un petit peu de ça, on s'est servi de ces traitements immunitaires en premier, alors en premier traitement, en première ligne. Alors, les patients qui se présentent avec une maladie métastatique sont maintenant traités soit par 2 traitements immunitaires ensemble, l'ipilimumab et le nivolumab, ou avec un traitement immunitaire plus un traitement contre l'angiogénèse, contre un bloqueur de vaisseaux sanguins. Et puis, ces 2 formes de traitement-là ont augmenté de façon significative le montant de survie, la proportion de gens qui ont une tumeur contrôlée par plusieurs années. Alors, c'est ça, c'est devenu d'une journée à l'autre notre nouveau standard. Je vais arrêter maintenant, je vais laisser Vincent parler un petit peu. Oui, ben en fait, peut-être que je pourrais rajouter un petit peu, tu sais, qu'est-ce que sont les preuves avec les 2 combinaisons, les 2 stratégies qu'on a maintenant. La première chose que je mentionnerais, c'est que les études scientifiques qui ont été faites avec les nouveaux médicaments, donc avec de l'immunothérapie, ont inclus des patients qui avaient le cancer à cellules claires, donc qui est le cancer qui est le plus commun. Les preuves scientifiques avec l'immunothérapie comme premier traitement pour les patients qui ont un cancer non à cellules claires, il y en a, mais les preuves scientifiques sont quand même un petit peu moins fortes, ce qui pourrait amener pourquoi votre oncologue, si jamais vous avez un cancer à cellules claires, n'est pas nécessairement convaincu à 100% qu'on doit aller vers l'immunothérapie en première ligne. Puis aussi, ces médicaments-là ont été étudiés chez des patients qui n'avaient pas de maladie à la base du système immunitaire, parce qu'il est possible pour que certains patients à l'occasion aient déjà des dérèglements du système immunitaire, comme de la polyarthrite, des maladies de Crohn, des choses comme ça. Et ces situations-là peuvent potentiellement rendre les gens de moins bons candidats à recevoir de l'immunothérapie initialement, parce que dans ce cas-là, il y a peut-être un petit peu plus de risque d'avoir des problèmes en lien avec les médicaments d'immunothérapie qui ont comme principal effet secondaire de justement causer des problèmes de dérèglement du système immunitaire ou d'auto-immunité. Donc, en d'autres mots, le système immunitaire qui peut s'attaquer à certains de nos organes. Et donc, dans ce contexte-là, les 2 médicaments les 2 nouvelles stratégies qui ont été étudiées récemment, c'est, comme le mentionnait Sébastien, c'est des médicaments qu'on a comparés à ce qu'on donnait jusqu'à il y a quelques années à tous les patients, c'est-à-dire des inhibiteurs de l'angiogénèse ou des inhibiteurs de la création de nouveaux vaisseaux sanguins. Alors, on a comparé ces nouveaux traitements-là aux traitements qu'on avait auparavant. Pour ce qui est d'une combinaison de double immunothérapie, donc une de nos nouvelles stratégies, c'est de donner aux patients 2 immunothérapies sans donner de médicaments qui coupent l'alimentation en vaisseaux sanguins, donc une combinaison de nivolumab et ipilimumab. Mais cette stratégie-là a été démontrée supérieure à ce qu'on donnait avant le Sutent. Et on a quand même pas mal de recul avec ces médicaments-là. On a 4-5 ans de recul avec les patients qui étaient sur l'étude scientifique, assez pour comprendre qu'il y a une bonne proportion des patients qui vont avoir un contrôle de la maladie très prolongé avec cette stratégie-là. Toutefois, le prix à payer, c'est qu'au début, il y a plus de risques du dérèglement du système immunitaire qu'avec une stratégie d'immunothérapie simple. Donc, ça, c'est un des éléments de réflexion qui est possible que le médecin qui rencontre un patient ait de dire, quels sont les risques que le patient ait un dérèglement du système immunitaire, puis quelles sont les capacités du patient à tolérer si éventuellement il y a un dérèglement comme ça. Et l'autre stratégie qui a été étudiée, c'est donc de conserver encore un inhibiteur des vaisseaux sanguins, donc d'empêcher la tumeur de se créer de nouveaux vaisseaux sanguins et d'ajouter une immunothérapie simple. Il y a plusieurs médicaments d'immunothérapie qui ont été étudiés dans ce contexte-là, puis plusieurs médicaments inhibiteurs des vaisseaux sanguins aussi qui ont été étudiés. Mais le médicament le plus fréquemment prescrit présentement au Canada, parce que c'est lui qui a été rapporté en premier, c'est la combinaison d'axitinib avec pembrolizumab. Les différences avec l'autre stratégie pour cette stratégie-là, c'est qu'il y a initialement un petit peu plus de patients qui vont avoir des réductions des tumeurs avec une combinaison de médicaments qui inhibent les vaisseaux sanguins et de l'immunothérapie.
et un petit peu moins de dérèglement du système immunitaire aussi, surtout dans les premiers mois du traitement, donc moins d'auto-immunité. Mais on a moins de suivi, moins de recul pour savoir à quel point on va avoir un contrôle aussi prolongé qu'avec l'autre stratégie. Donc, c'est un peu les éléments de réflexion là, qui alimentent là, les discussions avec le patient quand on vous rencontre pour savoir quelle de ces deux stratégies-là va-t-on pouvoir adopter, quels sont les pour et les contre dans la situation particulière du patient d'aller vers l'une ou l'autre stratégie. Mais la bonne nouvelle, c'est que contrairement à il y a quelques années, maintenant, on a quelques options, voire plusieurs options qui peuvent nous amener à justement personnaliser le traitement puis choisir la meilleure stratégie. Et la dernière chose que je rajouterais, on n'en a pas discuté, mais c'est que dans le standard de traitement, chez de rares patients, lorsqu'il y a des fois seulement une métastase, deux métastases, on peut considérer des traitements locaux, donc soit des chirurgies ou de la radiothérapie, si on pense qu'on est capable d'éradiquer toutes les cellules, mais c'est dans les cas vraiment sélectionnés. Donc ça, c'est des discussions qu'on a en équipe multidisciplinaire dans ce temps-là. J'aurais une petite question pour faire suite à justement ce qu'on parle. Comment on choisit, vous en avez un petit peu parlé, là, mais c'est-tu vraiment en discutant avec le patient qu'on choisit lequel on va aller, dans quelle combinaison qu'on va aller pour une première ligne entre Axi, Pembro et Ipi-Nivo? Comment on fait? Excusez-moi, je ne dois pas dire les mots scientifiques au complet, mais comment est le choix entre ces deux thérapie d'emblée, c'est vraiment après une discussion, c'est certainement après une discussion avec le patient puis sa famille. Mais on a un système qui s'appelle le IMDC, qui est International Metastatic RCC Database Consortium, qui est en français le consortium international de bases de données pour les cancers métastatiques rénals. Ça, c'est une grosse base de données qui a été formée par un de nos collègues et amis, Vincent, qui s'appelle Daniel Heng à Calgary, et qui inclut plusieurs pays et des milliers de patients qui ont donné accès à leurs données, en fait, qui nous permet de savoir si tu as certains facteurs de risque, quel est ton prognostic. Alors, puis, dépendant de ce prognostic-là, on a un score qui entre 1 et 5. Et puis, c'est un score de 0, alors tu as un bon risque. Tu as un risque intermédiaire si tu as 1 ou 2. Et puis, tu as un score moins bien. Élevé. Si pardon? Élevé, c'est entre 3 et 5. Et puis, tu demandes spécifiquement pour l'épi-le-niveau, c'est spécifiquement pour les patients qui ont un score intermédiaire ou élevé. Alors, si tu as un bon risque, alors le standard serait soit une tablette orale pour un anti-angiogénèse comme la sunitinib ou la pazopanib ou une combinaison avec immuno-oncologie et une tablette orale avec qu'est-ce qu'on a comme standard au Canada comme c'est là, ce serait le Pembro et Axitinib. Okay. Il y a aussi certaines choses au niveau de la tumeur, en fait, de pathologie. Alors, si tu as une tumeur sarcomatoïde, alors certains patients peuvent savoir que s'il y a eu une biopsie ou s'ils ont eu leur tumeur, leur rein enlevé, le pathologue peut voir s'il y a une partie qui est sarcomatoïde. Une tumeur sarcomatoïde est souvent, quand moi j'ai commencé, il y a à peu près 300 ans, une tumeur sarcomatoïde était vraiment un prognostic très grave parce que nos traitements ne fonctionnaient pas tellement bien aux tumeurs sarcomatoïdes. Mais qu'est-ce qu'on voit, par exemple, c'est que l'immunothérapie fonctionne beaucoup mieux avec les tumeurs sarcomatoïdes que qu'est-ce qu'on avait avant. Alors, ce serait un genre de tumeur où est-ce que je proposerais que l'épilimumab et l'anivolumab seraient le premier choix. Il y a aussi certaines différentes catégories de patients où est-ce qu'on peut pas vraiment, on veut pas vraiment donner deux immunothérapies parce que si on a peur
de la toxicité que ça peut donner, surtout dans les premiers 3 mois, où est-ce qu'on donne les deux en même temps. Si les patients ne peuvent pas avoir de haute dose de corticostéroïdes comme la prénisone, s'ils ont une tumeur auto-immunitaire qui est pas bien traitée, si on a la maladie de Crohn's ou une colite ulcérative, des choses comme ça. Alors ça pourrait être un genre de contre-indication qui nous propose que le Pembrolizumab serait un meilleur choix qu'Ipi-Nivo. Mais dans le fond, étant tout dit, c'est une bonne conversation entre le médecin et son patient et sa famille qui va décider qu'est-ce qu'on fait en premier. Absolument. Tu sais, je pense que pour la même maladie, pour des patients distincts, il peut arriver que les éléments de réflexion vont faire en sorte que l'oncologue va dire, ben, voici les deux options, mais dans votre cas particulier à vous, en raison du profil d'efficacité ou des risques avec tel ou tel médicament, ben, je pense qu'on est mieux d'aller plus vers la combinaison d'une pilule et de l'immunothérapie simple ou chez le patient suivant, ben, dire l'inverse parce qu'il y a des éléments de réflexion qui vont nous pousser à disons, pousser la réflexion plus vers une combinaison ou une autre. Là. Donc, même si c'est la même maladie, des fois, des éléments plus qui relèvent du patient ou qui relèvent effectivement de la façon que la maladie se présente peuvent nous amener à avoir des discussions quand même pas mal distinctes. C'est quand même un gros choix pour le patient parce qu'on sait que ces deux traitements-là sont offerts en première ligne seulement. Absolument, absolument. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un gros choix pour le patient, mais c'est rarement présenté aussi comme une situation où on dit, ben, je vous laisse la responsabilité de choisir. Hein. C'est surtout des discussions qui font l'objet aussi de recommandations, puis des discussions partenaires où est-ce que le patient a la chance de poser des questions. On va souvent être partenaire dans la décision, là, le médecin et le patient. OK. Hélène, est-ce que tu aimerais que qu'on fasse les questions des patients au fur et à mesure ou à la fin? Peut-être à la fin, j'en ai encore quelques-unes. OK, parfait. Est-ce qu'il y a du nouveau dans les traitements adjuvants? Donc, je sais qu'il y a déjà eu des études dans le passé, quelqu'un qui avait eu une néphrectomie, puis qu'on a fait, on donnait un traitement adjuvant pour essayer de prévenir une récidive. Est-ce qu'il y a du nouveau là-dedans, des nouvelles études dernièrement? Je peux peut-être commencer par mentionner qu'il y a eu, disons, dans la dernière décennie, là, il y a eu à toutes les quelques années des études qui ont été rapportées avec le fait de prendre des pilules de médicaments anti-angiogéniques, comme par exemple le Sutent, ou il y en a avec d'autres médicaments qui s'appellent le sorafenib. Il y en a plusieurs études, en fait, qui ont été faites. Et de savoir si de prendre cette pilule-là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pouvait prévenir la rechute sous forme de métastase, puis aussi, surtout, guérir plus de patients. Ces études-là ont soit démontré qu'il n'y avait pas vraiment de différence, ou encore que des fois, il y avait des différences, mais qui étaient petites, mais principalement pour retarder un peu le retour du cancer, mais au final, pas vraiment guérir plus de patients, ni malheureusement vraiment sauver de vie, ce qui est l'espoir ultime de ces médicaments-là. Si on peut vraiment prévenir une rechute, prévenir que la maladie un jour donne des problèmes, c'est l'objectif recherché. Donc, certains patients dans certaines régions du monde se sont fait proposer ces traitements-là qui sont reconnus comme ayant une certaine efficacité, mais au Canada, il est généralement reconnu que l'efficacité est tellement faible et les effets secondaires de ce type de médicaments-là, de les prendre dans un contexte préventif, sont tels que ce n'est pas des traitements qui sont proposés aux patients, surtout faute d'efficacité. Ce qu'on a espoir maintenant, c'est que la prochaine génération d'études avec de l'immunothérapie, parce qu'il y en a des études qui sont en cours, va donner des résultats meilleurs que ce qu'on a pu observer avec ces pilules-là. Mais dans la plupart des cas, les résultats de ces études-là ne sont pas encore connus, mais ça ne saurait tarder. Oui, puis en fait, de petites plugs, si je peux, étant donné que je suis la chaire du groupe génito-unitaire pour CCTG, qui est le Centre de recherche oncologique canadien. On a un essai clinique présentement qui est dans plusieurs centres au Canada, qui est un essai clinique périopératoire. Alors,
qui randomise. Alors, randomiser, c'est l'ordinateur fait flip un 25 cents et puis décide si le patient reçoit le standard ou s'il reçoit le nouveau traitement. Et puis le nouveau traitement dans cette façon-ci, c'est de recevoir une dose de l'immunothérapie qui s'appelle nivolumab avant d'avoir la néphrectomie, après ça avoir la chirurgie et puis avoir du nivolumab pour le restant d'1 an. Et puis, les patients qui ont le standard, ils ont une néphrectomie, ils ont rien d'autre, ils n'ont pas de placebo ou quoi que ce soit. Alors, il y a des avantages de cette façon-ci. Où est-ce qu'on pense, on espère que si on donne l'immunothérapie, quand la tumeur est encore dans le corps, c'est peut-être ce qu'elle va aider au système immunitaire à se préparer un peu mieux. Alors, s'il reste un petit peu de maladie de façon microscopique, il va pouvoir aller chercher et se débarrasser de ces tumeurs microscopiques-là. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de placebo, alors il n'y a pas d'infusion de salin, qui a été un problème avec d'autres essais cliniques adjuvants qu'on a. Il y en a un autre aussi qui est en cours, je crois encore, où est-ce que les patients reçoivent soit le placebo ou deux traitements immunitaires, l'ipilimumab, l'épi et le nivolumab ensemble, qui est encore en cours. Et puis, il y a plusieurs essais cliniques qui sont, comme Vincent a dit, qui ont fini dans les derniers mois. Alors, on devrait recevoir des résultats par 2023, je dirais. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais dans les prochains 2 ans, on devrait commencer à avoir un peu d'informations. Parfait. C'est quoi les options? On se fait souvent demander par des patients qui ont cheminé, qui sont rendus en 3e, 4e, 5e ligne de traitement. C'est quoi les options maintenant? Qu'est-ce qui s'offre à eux? Parce qu'on a toujours, ces nouveaux. Je trouve le dilemme là-dedans, c'est que les nouveaux traitements d'immunothérapie sont offerts en première ligne. Et comment les patients qui sont en 3e, 4e, 5e traitement pourraient y avoir accès, ou est-ce qu'il y a possibilité d'y avoir accès ou pas du tout? Il y a des études cliniques. J'aimerais que vous entendre là-dessus. Bien, en fait, pour ce qui est de l'immunothérapie, c'est clair qu'un patient qui, dans son cheminement, n'aurait jamais au préalable eu d'immunothérapie serait éligible à en recevoir là, présentement avec les études cliniques qui sont disponibles. Il y a des données scientifiques qui supportent qu'il y aurait certainement un avantage à recevoir ces traitements-là. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que pour la majorité des patients, comme on a mentionné, bien, de l'immunothérapie a été reçue assez tôt dans le traitement, souvent dès le premier traitement. Et là, bien, les patients sont dans une situation où la maladie revient après avoir eu de l'immunothérapie. Ben, là, les éléments de réflexion qui nous alimentent, ben, c'est qu'est-ce que le patient a reçu comme traitement en première ligne? Est-ce qu'il a déjà reçu ou non la pilule qui inhibe les vaisseaux sanguins, l'anti-angiogénique comme Sutent ou axitinib? Si un patient n'a jamais reçu ce type de médicament-là, il y a plusieurs options de médicaments qui sont prouvées efficaces dans un contexte comme ça pour aller couper les vivres à la tumeur, puis empêcher de recevoir du sang, de l'oxygène, du sucre. Donc, il y a des médicaments qui s'appellent sunitinib, Sutent, Inlita, le Cabométix. Donc, il y a plusieurs options qui peuvent être reçues. Dans le cas où le patient a eu à la fois un inhibiteur d'angiogénèse en pilule et de l'immunothérapie, bien, il y a des preuves assez fortes qu'il y a avantage à recevoir à nouveau un traitement d'anti-angiogénèse, donc une autre pilule. Souvent, le traitement qui va être le plus souvent recommandé dans ce contexte-là, c'est d'aller vers un médicament qui s'appelle le cabozantinib, qui agit lui aussi donc pour couper l'alimentation en vaisseau sanguin. Mais ce que je mentionnerais, c'est que dans le contexte où la maladie revient, si vous êtes dans un centre qui conduit des études cliniques, c'est souvent une option intéressante pour les patients si vous pouvez être éligible à une étude clinique, puis recevoir, si vous êtes dans le bras usuel, le meilleur traitement. Dans le bras expérimental, bien, des traitements qui sont à la fine pointe qu'on essaye de développer, c'est souvent une meilleure idée d'être
participer et d'aider à faire avancer la science et aussi de potentiellement recevoir des médicaments à l'avant-garde. Donc, toujours vous informer s'il n'y a pas des études cliniques qui peuvent être disponibles dans votre centre, c'est toujours un bon réflexe. Je ne sais pas, Sébastien, si tu voulais rajouter d'autres choses, il y a plusieurs choses à dire en maladie en rechute. Pas grand-chose, mais dans le fond que je pense que une des choses aussi, je pense que la plupart des gens qui sont sur ce symposium-ci sont au Québec. Alors, maladie d'exception, médicaments d'exception est un petit peu différent du reste du Canada. S'il y a des francophones qui sont ailleurs au Canada, alors une des difficultés avec notre système, comme tu le sais, Hélène, c'est que les provinces ont un certain algorithme qui gère quels médicaments les patients peuvent recevoir. Et puis, ça se complique de plus en plus avec le nombre en ayant des combinaisons en première ligne avec qu'est-ce qu'on va pouvoir suggérer et prescrire en deuxième et troisième ligne. Alors, c'est quelque chose qui change de façon quasiment mensuelle, en fait, des options qu'on a. Mais dans le fond, c'est vraiment ce que Vincent a dit. Je pense que c'est vrai pour médicaments d'exception et c'est plus ou moins vrai aussi pour les patients qui sont en Ontario ou dans d'autres provinces. En fait, l'essai clinique, c'est vraiment quelque chose que si vous vous sentez bien et puis que vous êtes dans un centre où est-ce qu'ils ne peuvent pas offrir d'essais cliniques, de demander à votre oncologue si jamais ils peuvent demander les centres qui sont relativement près de chez vous, s'ils ont des essais cliniques pour lesquels vous pourriez avoir une discussion. Je veux dire, je connais pas vraiment d'oncologues qui ont un problème à faire à référer un patient pour puis souvent, en même temps, vous n'avez pas besoin de vous rendre là. Un des positifs de COVID, c'est qu'on fait beaucoup plus de consultations de façon vidéo ou au téléphone. Et puis souvent, c'est seulement juste un courriel, un email avec l'oncologue qui est en charge de l'essai clinique pour dire oui, ce serait quelque chose que votre patient pourrait peut-être être éligible ou non. Alors, vous n'avez pas de déplacement sans avoir quelque chose de positif. Mais il y a plusieurs médicaments, la plupart qui regardent à d'autres façons de stimuler notre système immunitaire et puis aussi d'autres façons de régler l'angiogénèse avec IF-alpha, des choses comme ça, qui sont en développement. Mais ça va prendre, comme la plupart des autres choses, ça va prendre un autre probablement 4 à 5 ans avant qu'on ait beaucoup plus d'options qu'on a maintenant. C'est en vague. Et puis, notre vague maintenant, c'était les essais cliniques de première ligne. La prochaine vague, dans les prochains 2-3 ans, c'est probablement les traitements adjoints. Et puis, on développe de nouveaux traitements pour pouvoir avoir de l'efficacité chez les patients qui n'auront pas une réponse complète au traitement de première ligne qu'on offre maintenant. Mona, est-ce que tu veux y aller avec les questions des gens? Je pense que la question de Yves, j'ai lu la question de Yves a pas mal été répondue par Dr. Roth quand on parle vraiment d'une province à l'autre, comment l'accès aux médicaments, c'est vraiment d'une province à l'autre, puis comment c'est déterminé par le gouvernement provincial. Oui, c'est relativement homologue en dehors du Québec. Le Québec, avec médicaments d'exception, ils ont leur propre système. En dehors du Québec, c'est un petit peu plus homogène parce qu'il y a un programme national qui gère quels traitements sont acceptés ou pas, mais quand même, c'est à la province de décider si oui, ils vont accepter de payer pour le médicament et si oui, quand est-ce qu'ils vont décider? Parce qu'on a plusieurs provinces, Cabozantinib, comme maintenant à discuter, et Cabométix, il y a eu certaines provinces qui l'ont mis sur leur remboursement à un certain temps, et puis c'était 1 an plus tard, pratiquement, pour l'Ontario, avant de commencer à le rembourser. Alors, il y a beaucoup de différences. Oui.
Et puis aussi, le sens de la question de Yves, c'est d'avoir accès à ces nouvelles thérapies quand on n'est pas en première ligne. Il dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès, mais disons, en deuxième ligne de la combinaison. Mais ça, c'est probablement parce que l'essai clinique n'a pas été étudié en ce sens-là. C'est exactement ça. Oui. Non, vas-y, Exact. Ben, exactement. Donc, si on pense à la combinaison, mettons, ipilimumab, nivolumab, qui est un exemple, ben, l'étude clinique a démontré que ça fonctionnait bien. C'était chez des patients qui n'avaient jamais eu de traitement. On le sait moins bien chez des patients qui en ont déjà eu. Puis, en fait, ce qu'on sait, c'est que probablement, parce qu'il y en a eu quelques études, probablement que ça fonctionne effectivement moins bien chez des patients qui ont déjà eu au préalable des traitements. Donc, le gouvernement est dans une position de dire, ben, si le médicament a des effets secondaires importants, si le médicament est coûteux, et je ne suis pas certain qu'on va apporter une efficacité supplémentaire, bien souvent les gouvernements prennent la décision, puis scientifiquement probablement à juste titre, de ne pas rembourser ces combinaisons-là car leur efficacité n'est pas démontrée dans ce contexte particulier-là. Esther vous remercie. Et elle remercie Hélène aussi pour les questions pertinentes que tu es en train de poser. On a quelqu'un qui dit qu'il est sur immunothérapie nivolumab et a des métastases au cerveau. Est-ce qu'il y a des nouveaux traitements combo pour les métastases au cerveau? Pas en fait de traitement systémique. Hein. Je pense que qu'est-ce qu'on sait, c'est les traitements immunothérapeutiques ont une efficacité au cerveau. Alors, on a des essais cliniques qui ont démontré que même si on a des métastases au cerveau, il n'y a aucune raison pourquoi tu ne pourrais pas recevoir un traitement comme le nivolumab. Puis, on sait que ça peut démontrer des effets positifs aussi. La plupart du temps, par exemple, il faut que ça soit donné avec d'autres bons traitements locaux. Et puis, la radiothérapie est encore qu'est-ce qu'on a de mieux. Et surtout, en fait, les nouveaux systèmes de radiothérapie qu'on appelle SBRT en anglais. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, Vincent. On dit SBRT à tort ou à raison. On appelle ça comme ça, nous aussi. C'est une translation. Oui, exact. Ben, c'est ça, la grosse avancée. En fait, les traitements de radiothérapie sont là depuis longtemps, mais par contre, les spécialistes, nos collègues en radio-oncologie ont trouvé de meilleures façons de donner la radiothérapie. Lorsque les patients ont quelques métastases, ça fonctionne moins bien lorsque les gens en ont malheureusement plusieurs, mais lorsqu'il y en a quelques-unes ou une seule, bien, les traitements de radiothérapie vont s'approcher plus de ce que pourrait faire une chirurgie pour donner des rayons de façon très focale à dose forte. Donc, ça améliore les chances que la tumeur soit contrôlée et ça diminue les chances de séquelles à long terme dues au traitement de radiothérapie. Donc, ça, bien que ce n'est pas un traitement qui agit de façon systémique, donc partout dans le corps, ça agit localement, mais ça a quand même démontré une avancée significative par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a une décennie, où est-ce qu'on donnait de la radiothérapie sur tout le cerveau. Ça fonctionnait malheureusement moins bien, puis des années plus tard, on avait plus de risques d'avoir des conséquences du traitement reçu. Maud demande qu'après 2, 3, 4 ans sur sunitinib, est-ce qu'on peut développer d'autres problèmes de santé par ricochet, comme des problèmes de mémoire, diarrhée chronique, douleurs articulaires? Bonne question. Je pense que la réponse la plus simple, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données qui nous donnent la bonne information, d'informations de qualité, en fait, des effets secondaires chroniques. C'est certain que quelqu'un qui a été qui a eu un traitement comme le sunitinib pour 3-4 ans et puis qui a eu une diarrhée durant ces 3-4 ans-là peuvent avoir eu des changements au niveau de leurs intestins. La plupart de ces effets secondaires que tu parles, mais vont quand même s'améliorer si le patient arrête de prendre le médicament, même s'il l'a pris pour 2, 3, 4 ans. Ça peut prendre 3 mois, mais très souvent s'améliore si ça ne part pas au complet. Un effet secondaire qui s'améliore pas souvent, c'est par exemple, c'est
les problèmes de thyroïde. Alors, si tu as une glande thyroïde qui ne fonctionne pas bien et puis que tu prends du remplacement avec l'Eltroxin, c'est très possible que ça va être à vie. Mais si l'hypertension, même si tu as un effet secondaire quand même relativement rare, ou est-ce que tu as de la défaillance cardiaque, arrêter le médicament va, la plupart du temps, résoudre le problème clinique. Attendez. Pourquoi certains anti-angiogènes sont cycliques alors que d'autres sont en continu? Ouais, je peux peut-être répondre à ça. En fait, lui qui est cyclique, c'est le Sutent, le sunitinib. Puis la réponse est un peu bête, en fait. C'est parce que lorsque les premiers patients ont participé aux études cliniques, il y a de ça maintenant plus d'une décennie, probablement autour de 20 ans, on découvrait qu'à la dose qu'on voulait le donner, ben, lorsque ça faisait un mois que les gens le prenaient, ben, ils n'étaient plus capables. Alors, on a mis dans le schéma de traitement une pause pour rendre le traitement plus tolérable. Il y a façon de donner le Sutent aussi sans donner de pause, si on donne une dose moins forte, mais la façon qui a été développée dans le cancer du rein, c'était de le donner à une dose plus forte avec le congé pour permettre aux patients de ne pas développer trop d'effets secondaires puis de se refaire une petite santé pendant le congé. Les anti-angiogènèses qui ont été développés après n'ont pas pris cette stratégie de développement-là, puis le médicament n'a pas été développé de cette façon-là. Et il y a même eu des médicaments qui ont dit, ben, plutôt que de commencer à la dose la plus forte que le patient peut supporter, puis de voir qu'est-ce qui va se passer, ben, des médicaments comme Axitinib ont dit, on va faire une stratégie différente, puis on va commencer à des doses intermédiaires en disant au médecin, ben, si le médicament est facile, ben, monter la dose un petit peu, et si le médicament est difficile, ben, baisser la dose un petit peu. Donc, chacun de ces médicaments-là ont été développés, puis souvent, c'est l'historique des premiers 15, 20, 30, 50 patients qui va dicter quelle va être la dose plus tard, puis pourquoi le médicament est donné de cette façon-là aujourd'hui. Donc, c'est principalement ça. Puis, il n'y a pas vraiment une raison, disons, au niveau de l'action de Sutent qui est si différente de Cabometyx ou Inlyta, qui font en sorte que c'est comme ça, mais c'est comme ça que c'est développé. Oui, je suis très d'accord avec tout ça. Ceci dit, je pense qu'en clinique, souvent, pour essayer de garder quand même une intensité de dose qui va donner un effet clinique, souvent, même si c'est pas sunitinib, on va donner un petit break pour une semaine ou 2 semaines avec d'autres médicaments comme l'axitinib ou comme le cabozantinib pour essayer de garder. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelques trucs avec ces médicaments-là, que si tu n'as pas d'effet secondaire, c'est probablement parce que tu n'as pas la bonne dose. Alors, on sait ça parce qu'il y a eu plusieurs effets secondaires qui démontrent que les gens qui n'ont pas d'effet secondaire, ça n'a pas besoin d'être un effet secondaire sévère, ça peut être un petit peu d'hypertension, ça peut être un petit peu de sensibilité aux doigts. Mais si tu as un effet secondaire, ça démontre que tu as probablement une activité biologique qui démontre que tu es à une dose où est-ce que tu as la chance de bénéficier du traitement. Alors, si tu n'as pas d'effet secondaire du tout avec ces traitements-là, too good to be true, comme qu'ils disent. Les traitements immunitaires, par exemple, c'est pas la même chose. La plupart des gens qui sont sur surtout le traitement immunitaire par lui-même, comme le nivolumab ou le pembrolizumab, je dirais 2/3 des patients n'auront pas d'effet secondaire. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de preuve que si tu n'as pas d'effet secondaire, que tu as moins de chances d'avoir un effet secondaire, d'avoir un effet thérapeutique. Est-ce qu'un patient qui a déjà été sur immunothérapie en première ligne est-ce que ça fonctionnerait de l'avoir plus tard? Comme faire un re-challenge de cette médication-là? C'est une très bonne question. C'est une question qui est bonne à ce point que c'est beaucoup d'études cliniques qui vont commencer, qui vont étudier cette question-là, de dire, ben, quelqu'un a reçu de l'immunothérapie en première ligne, est-ce qu'on peut changer son médicament anti-angiogénèse, mais continuer l'immunothérapie? Mais évidemment, comme ce sont des hypothèses, puis il n'y a pas de preuves scientifiques, ben, toutes les données qu'on va avoir dans les prochaines années ou tout ce qu'on va réussir à découvrir là-dessus dans les prochaines années, ça va être grâce aux patients qui vont participer à des études cliniques où une partie des patients va recevoir juste des traitements anti-angiogénèse, puis l'autre moitié va recevoir des traitements d'immunothérapie. Il y a aussi d'autres stratégies
qui vise à donner à des patients qui ont eu une évolution de la maladie sous immunothérapie, de donner une nouvelle combinaison d'immunothérapie. Donc, pas nécessairement la même, une combinaison de nouveaux médicaments d'immunothérapie. Et ça aussi, bien, ça va être dans le cadre d'études cliniques. On va pouvoir répondre à la question dans 5 ans, bien, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est une stratégie qui est intéressante ou qui ne l'est pas? Pour l'instant, on a quelques petites données qui démontrent que pour un patient qui n'aurait jamais eu l'ipilimumab, ben, de le donner avec le nivolumab plus tard, ben, rarement, ça va donner des résultats supplémentaires. Donc, ça va donner un petit peu plus de gens qui vont avoir des formes de tumeurs, mais c'est les seuls indices qu'on a où il y a peut-être un petit quelque chose à aller gagner avec plus d'immunothérapie, parce que quelqu'un en a déjà reçu, mais c'est certainement quelque part là, une zone où il va y avoir beaucoup, beaucoup d'études dans les prochaines 5 à 10 années. Il y a une patiente qui parle de dépistage de cancer du rein. On sait qu'il n'y a pas de test de dépistage, c'est plutôt, on le découvre parce qu'on a eu mal ou par un test par hasard pour un autre endroit, c'est ça? Oui, dans le fond, c'est vraiment ça. Il y a à peu près 5% des patients qui sont atteints de tumeurs rénales ou est-ce que c'est un syndrome familial génétique qui s'appelle le syndrome de von Hippel-Lindau, le VHL. Ces patients-là, habituellement, ils ont des antécédents familiaux qui sont très importants et puis ils ont d'autres anomalies qui sont suivies de façon très différente. Pour la plupart des patients, non, il n'y a pas premièrement, on n'a pas de test de sang comme le cancer de la prostate ou même le cancer du côlon qui nous aide à faire des dépistages tôt. Et puis, il n'y a pas de données, il n'y a pas d'essais comme le cancer du sein avec la mammographie ou même le cancer du rein avec des radiographies des poumons qui démontrent que faire des ultrasons de façon régulière ou de tester ton urine pour du sang de façon régulière change les patients qui sont diagnostiqués de tôt ou même avant qu'il y ait une tumeur cancéreuse. Est-ce que vous savez s'il y a des recherches à ce niveau-là pour dépister le cancer du rein? Je suis certain qu'il y en a. Je pense que le dépistage, probablement un peu moins, parce que c'est très difficile d'avoir un test qui démontre quelque chose au niveau précancéreux qui peut vraiment faire une grosse différence. Il y a certainement de la recherche qui se fait avec les chirurgiens surtout. Vincent et moi, en n'étant pas chirurgiens, on voit les patients qui ont une tumeur plus avancée. Alors, c'est certainement possible qu'il y ait de la recherche qui se fait qu'on ne soit pas au courant. Mais il y a certainement beaucoup de recherches qui se fait chez les patients qui sont dépistés, qui sont pour une raison ou une autre, un ultrason ou un CT scan, qui démontrent une petite anomalité, une petite masse au niveau du rein de 2-3 cm ou moins. Et puis, on sait de plus en plus qu'on peut faire de la surveillance sans avoir à avoir une chirurgie pour enlever cette masse chez plusieurs patients et juste faire des suivis de façon régulière pour voir comment vite cette masse augmente. Je pense que c'est là qu'il y a beaucoup plus de recherche qu'au niveau du dépistage. Une autre question, l'immunothérapie est-elle aussi efficace en deuxième ligne qu'en première ligne à la suite d'un traitement de première ligne de sunitinib? En fait, la vraie réponse, c'est pas très bien connu, mais on a l'impression que c'est probablement préférable si un patient est diagnostiqué maintenant de donner l'immunothérapie en première ligne. Puis la raison principale, c'est que oui, il y a probablement un plus grand gain d'efficacité de le recevoir. Est-ce que c'est parce qu'on le donne en premier ou est-ce que c'est parce qu'on le donne en combinaison ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus de gens qui sont d'accord de recevoir un premier traitement que de recevoir éventuellement un deuxième traitement? Il y a un paquet d'hypothèses, mais on pense qu'il est préférable de donner l'immunothérapie le plus tôt possible si le patient est un bon candidat. Ceci dit, il y a quand même de très bonnes études scientifiques que c'est un excellent traitement à la rechute de donner du nivolumab ou de l'immunothérapie quand quelqu'un a eu du sunitinib en première intention.
puis que c'est mieux que les options de traitement qu'on avait au préalable. Donc, il y a quand même un avantage à recevoir de l'immunothérapie en première ligne. Il y a des patients qui vont en tirer en deuxième ligne, c'est-à-dire il y a des patients qui vont en retirer de larges bénéfices et des bénéfices prolongés, même s'ils ne sont pas en première ligne. Mais à avoir le choix, on pense qu'il y a un plus grand avantage à donner comme premier traitement, dans le cadre du premier traitement. Oui, puis ceci dit, par exemple aussi, s'il y a des patients ici que vous connaissez qui sont déjà sur des traitements anti-angiogénèse depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est certainement pas une raison d'arrêter et puis de changer à l'immunothérapie parce que ça l'a démontré. On sait que le sunitinib, pazopanib, en fait, première ligne, est un très bon traitement. C'est juste que la proportion des patients qui ont une réponse prolongée n'est pas aussi élevée que si tu as une combinaison. Alors, si ça fait 2-3 ans que tu es sur un traitement monothérapie avec un traitement d'anti-angiogénèse, il n'y a certainement aucune raison où est-ce qu'on devrait arrêter ça et puis de changer pour l'immunothérapie ou même de prendre l'immunothérapie avec le traitement sur lequel vous êtes. Si vous avez une bonne réponse, alors c'est une bonne chose et on continue. 100% d'accord. Moi, je n'ai plus d'autres questions, Hélène. J'avais juste une petite question sur les essais cliniques. Par votre expérience, est-ce que la participation des patients en cancer de rein, est-ce que nos patients en cancer de rein ont une bonne ouverture? Est-ce qu'il y a une bonne participation? Ou sinon, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Je peux essayer peut-être Je pense que la plupart des patients ont de l'ouverture. Je pense qu'il y a très peu de patients. La conclusion de cette question-là, c'est qu'il y a très peu de patients qui vont prendre part dans un essai clinique. Il y a plusieurs raisons pour ça. La raison majeure, c'est que l'oncologue n'a pas accès ou ne pense pas à l'essai clinique en fait de traitement, de potentiel, de possibilité de traitement avec le patient où est-ce qu'il a. Deuxièmement, il y a plusieurs c'est quand même assez complexe, en fait, qui peut être éligible à un essai clinique ou non. Alors, il y a une majorité des patients qui ne sont peut-être pas éligibles à recevoir l'essai clinique, alors ça, ce n'est pas une option. Troisièmement, c'est si les patients ne veulent pas, mais je dirais que c'est la minorité, surtout si les patients comprennent qu'est-ce que c'est un essai clinique. Il y en a la plupart qui pensent, oh, ben, je vais être un cobaye, et puis ils vont me donner quelque chose, je ne saurais même pas qu'est-ce que c'est, puis c'est pas vraiment, je vais être un rat de laboratoire, et puis c'est vraiment pas ça qui se fait, parce que la plupart des essais cliniques, soit s'il n'y a pas de randomisation, tu sais ce que tu reçois, et oui et non, ce n'est pas quelque chose qui a été prouvé à être efficace, mais il y a plusieurs années de science, de recherche qui démontrent que c'est prometteur. Sans ça, on n'aurait pas nos centres d'éthique nous diraient non, qu'on ne pourrait pas faire ces essais cliniques-là. Alors, il y a beaucoup de recherche derrière ça qui dit que oui, ça vaut la peine de l'essayer, mais on ne peut pas dire c'est quoi les chances d'avoir une réponse. 2, s'il y a la randomisation, s'il y a un placebo, c'est parce que le standard, c'est de recevoir aucun traitement. Si le patient a eu 3, 4, 5 lignes de traitement, il ne reste plus de traitement, de choix de traitement. Alors, de randomiser contre une pilule de sucre, un placebo, fait du sens parce qu'on n'a aucun traitement. Le standard, c'est de recevoir rien. Mais pour la plupart des autres traitements où il y a une randomisation, tu reçois le traitement standard, plus ou moins un nouveau traitement qu'on espère qui va aider le traitement standard à fonctionner encore mieux. Alors, le risque, c'est la toxicité du nouveau traitement qui est de plus du traitement standard. Et puis, ça, c'est une conversation que les patients devraient avoir avec leurs oncologues. Mais je dirais qu'avec une bonne conversation, 80% de mes patients vont être très positifs envers l'essai clinique.
Souvent, s'ils travaillent, s'ils sont jeunes, ils travaillent puis ils ont besoin de revenir un peu plus souvent. Peut-être qu'ils vont dire non, j'ai pas le temps. Mais quand ils peuvent, la grande majorité des patients peuvent. Certainement, des groupes comme le vôtre le fait déjà. Vous avez sur votre site beaucoup de questions-réponses, des vidéos qui donnent l'information sur les essais cliniques. Et puis, il y a des gens aussi à qui vous pouvez parler sur les forums avec des patients, mais aussi avec des chercheurs qui vous donnent l'information. Question longue. Oui, j'en ai 2 autres questions. Est-ce que la pharmacogénétique est un sujet de l'avenir quand on cancer? J'ai pas compris le dernier mot, pardon. Pour le cancer, est-ce que la pharmacogénétique est un sujet de l'avenir? C'est dur de savoir toujours où s'en va la médecine. Hein. La pharmacogénétique, si on fait référence à savoir comment chacun des patients va réagir dans son organisme au traitement, surtout en termes d'effets secondaires, mais aussi en termes de concentration de médicaments qu'il va développer dans son sang. Il se peut très bien qu'il y ait des avancées. Puis dans le temps des médicaments anti-angiogéniques comme le Sutent, il y avait quand même de l'intérêt d'essayer de voir justement comment on pouvait prédire quelle dose il fallait donner à chaque patient. Mais pour l'instant, je dirais que ce n'est pas un champ d'études très actif en oncologie clinique. Là, il y a probablement des gens qui s'intéressent beaucoup à ça, mais dans les grosses études, ce n'est pas quelque chose qui est activement étudié présentement. Je ne sais pas si Sébastien a une opinion différente, mais c'est sûr que si on regarde à moyen ou long terme, il va probablement avoir des avancées importantes de ce côté-là, mais si on regarde sur un horizon plus à court terme, ce n'est pas un champ de recherche extrêmement actif présentement. Non, je suis d'accord. Je pense que la pharmacogénétique a un plus grand rôle avec les chimiothérapies cytotoxiques qu'on a pour d'autres tumeurs, pour certaines raisons, plusieurs raisons. Le cancer du rein n'est pas très sensible à la chimiothérapie qu'on a. Alors, je pense que la pharmacogénétique a un plus grand rôle là-dedans. Je pense que ce qui est le plus grand rôle, en fait, de recherche translationnelle, c'est pas vraiment le bon mot, mais en fait de recherche bench to bedside, c'est surtout trouver des marqueurs qui vont prédire de façon plus élevée quels patients qui vont avoir des réponses très aiguës et puis très robustes et très longues. Alors, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de recherche qui se fait pour essayer de trouver de prédire avant qu'un patient reçoive le traitement, quels sont les patients qui vont avoir une très, très bonne réponse pour très longtemps. Et puis aussi, quels patients qui n'auront aucune réponse pour que ces patients-là ne perdent pas le temps de recevoir un traitement qui ne fonctionnerait pas pour lui ou elle. Je pense que c'est là qu'il y a beaucoup plus de la recherche qui se fait. Une dernière question, c'est par rapport aux essais cliniques. S'il y a un essai clinique à l'extérieur du centre où le patient est traité et son oncologue juge que cet essai clinique-là lui ferait, c'est un bénéfice pour lui, est-ce qu'il peut avoir cette participation qui n'est pas dans son centre? Généralement, en fait, la façon que ça fonctionne pour les études cliniques dans la très grande majorité des cas, c'est que les études doivent être étroitement surveillées par un personnel qualifié et qui connaît le protocole de recherche. Donc, ça veut dire que le pharmacien, l'infirmière, la salle de chimiothérapie et l'oncologue sont familiers avec tous les détails du protocole. En fait, protocole, c'est un grand mot pour dire la recette qu'on doit respecter quand le patient participe au protocole de recherche pour être certain qu'on l'administre de façon sécuritaire et scientifique. Et pour ces raisons-là, généralement, les études doivent être conduites dans le centre où l'étude est ouverte. Donc, le médicament doit être administré. C'est sûr qu'il y a des morceaux que l'on peut faire à l'extérieur, dans le milieu du patient. S'il y a des prises de sang supplémentaires, on n'a pas besoin de faire revenir le patient pour ça. Parfois, s'il y a des suivis supplémentaires, ils peuvent être faits par téléphone. Il y a certaines choses qui peuvent être faites par des médecins consultants ou des examens qui peuvent être faits dans le centre. Mais il reste qu'il y aura toujours une portion significative des choses qui devront être faites dans le centre où l'étude est conduite. Donc, ça peut être réaliste des fois quand l'étude est relativement
proche de notre ville, mais ça peut être plus compliqué quand c'est à des milliers de kilomètres de chez nous, ça c'est bien évident. Par exemple, comme si un patient de Sherbrooke, il y a un essai clinique au CHUM, alors le patient de Sherbrooke est référé à quelqu'un comme Vincent, et puis ce patient est maintenant vu par Vincent et son groupe durant le temps qu'il fait partie de l'essai clinique. Alors, c'est comme il dit, s'il y a des problèmes aigus ou s'il y a d'autres choses connexes, ça peut se faire encore à Sherbrooke, mais la grande majorité des traitements et aussi des tests comme les CT scans et puis les tests de sang se font au CHUM. Alors, le patient est transféré au CHUM, plus ou moins, durant le temps de l'essai clinique. C'est tout pour moi. Hélène? Merci infiniment, messieurs. C'était tout un bagage d'informations que vous nous avez donné aujourd'hui, très intéressant à la fine pointe. Je suis très contente que nos patients vont vraiment profiter de vos connaissances et cette belle mise à jour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. C'était un plaisir comme invité aujourd'hui. Merci, bonjour. Merci. Pareillement. Bon restant de meeting. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.